L'épidémie de la maladie à virus Ebola n'est pas la première à frapper l'Afrique. Il y a eu le choléra, la rougeole, la malaria, bien sûr, et d'autres encore. Mais avec Ebola, l'impact est particulièrement fort avec la virulence de la maladie, la méfiance qu'elle suscite, et ça induit des comportements qui peuvent parfois, même souvent, entrer en conflit avec certaines habitudes, avec certaines mœurs, au point où on peut se demander si le virus n'est pas, en quelque sorte, déshumanisant. Alors, pour en discuter aujourd'hui, j'ai avec moi Patrick Claus, qui a été médecin humanitaire et qui est professeur à l'École de services sociaux à l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Et Laurence Monet, professeur titulaire au département d'histoire aussi à l'Université de Montréal et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur le pluralisme en santé. Bonjour. Bonjour. Donc, cette maladie-là est transmissible, très mortifère. Comment est-ce qu'elle a changé, bouleversé les rapports sociaux dans les pays affectés, Patrick? Bien, comme vous venez de le dire, effectivement, s'il y a un taux de létalité relativement élevé, très élevé, suite à l'infection et à la maladie à virus Ebola, selon certains, dont l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le virus reste faible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, cela veut dire qu'il faut un contact relativement direct et proche avec une personne infectée et symptomatique. Oui. Ce qui veut même dire également qu'une personne peut être symptomatique au début de la maladie sans pour cela que la personne puisse être infectée elle-même. Donc, je répète, en contact proche et direct avec les fluides corporels de la personne. Mm-hmm. Et donc, qu'est-ce que ça a comme impact sur les rapports sociaux? Parce qu'il y a des habitudes par rapport aux malades, par rapport aux morts aussi. Ça change le rapport des gens avec ces personnes-là. Bien évidemment, je pense que la presse a beaucoup parlé des dites pratiques culturelles, notamment les pratiques funéraires, qui sont incriminées comme étant une source importante, puisque rappelons-le, finalement, même s'il y a une source au niveau du monde sauvage, pour le moment sont incriminées certaines chauves-souris, c'est d'abord avant tout le mode de transmission de la maladie, du virus, qui va déterminer et qui va influencer les rapports sociaux dans leur ensemble. Alors, rapports sociaux dans leur ensemble, ça veut dire les rapports de tous les jours, puisque le virus, de nouveau, peut se transmettre par le partage, notamment de certains ustensiles, le partage de la literie, comme on peut le voir. Donc, il est évident que cela peut entraîner une modification des rapports de tous les jours. Mais ça veut aussi dire que tout le monde n'est pas, comme on dit en santé publique, à risque, mais qu'il y a certaines situations qui sont plus, je dirais, contaminantes, notamment les agents de la santé. On a vu qu'il y a beaucoup d'agents de la santé qui ont été infectés, qui sont même décédés dans les 3 pays, mais c'est aussi le rapport de quelqu'un de la famille qui va s'occuper d'un membre de la famille malade à la maison, ou alors encore, ce que je viens de dire, les pratiques funéraires, où on prépare le corps, c'est-à-dire que si le défunt a été infecté, était malade du virus Ebola, la personne qui est décédée, le défunt, est encore infectieux et donc peut transmettre le virus aux personnes qui préparent le corps et durant l'inhumation. Et donc, on demande aux gens de ne pas être en contact. On met les soignants sont par exemple dans des ensembles hermétiques où on ne les voit pas. Donc, tout ça change les rapports, comme vous l'avez dit. Laurence, j'imagine que ça crée une méfiance envers les autorités, envers le personnel soignant et que ça rend le travail d'une certaine façon encore plus difficile, laborieux. Oui, c'est sûr, mais ce qu'il faut bien considérer, c'est d'abord que toute crise sanitaire de ce type-là, Ebola n'est qu'un exemple parmi d'autres et il ne faut pas le négliger dans le temps et dans l'espace, de toute façon. Mais effectivement, tout type de crise sanitaire de ce type-là va entraîner des rapports de méfiance, mais pas seulement entre les soignants et les soignés, entre les soignés eux-mêmes, entre les soignants aussi également. Il est vrai que le costume dont on voit s'affubler les professionnels de santé peut renforcer la méfiance, ne serait-ce que parce qu'il met une distance supplémentaire entre le soignant et le soigné. Mais si on regarde dans l'histoire d'autres crises sanitaires, d'autres exemples d'épidémies
plus virulente d'ailleurs qu'Ebola, on se rend compte que finalement la méfiance envers Ebola est moins une question de virus que de contexte, soit social, soit politique si on regarde l'Occident actuel et la façon surtout dont le continent nord-américain réagit au virus. Vous pensez que la façon dont le continent nord-américain réagit au virus a un impact sur la façon dont les gens, même dans les coins reculés, dans les 3 pays infectés, vont percevoir les soignants et la maladie elle-même et le stigmate qui Pas est directement. Ça prendra du temps. Il est bien évident qu'ils ont d'autres choses à faire et d'autres choses à penser que de se préoccuper de ce que nous pensons. Mais ça va avoir un impact indirect puisque la façon dont nous réagissons va diriger les mesures qu'on va prendre et les mesures qu'on ne va pas prendre. Et en cela, oui, ça aura un impact inévitable. Et justement, est-ce qu'on peut déjà remarquer l'impact délétère de ça, de cette espèce de traitement qu'on accorde à ce virus-là sur les soignants, sur la façon dont on accorde les soins dans les pays infectés? Je pense que certainement, et là il faut revenir avec toute la relation sociale, comme l'a dit Laurence, c'est certainement une relation de méfiance, de préoccupation, que l'on a pu, même de défiance que l'on a pu voir lorsque depuis le début de l'épidémie, donc les environs on va dire de mars, où effectivement on ne comprend pas toujours d'ici, mais pourquoi ces réactions de violence, alors qu'il est simple qu'il faudrait aller chez le médecin et se faire soigner. Bon, ça ne se passe pas absolument comme ça. J'aimerais recontextualiser un petit peu pourquoi, essayer de comprendre cette relation de méfiance qui existe entre les gens et les ONG, les institutions internationales, mais également les autorités, tout ce qui représente l'autorité gouvernementale. Oui. Ça, c'est important. Pour comprendre cela, il faut aller un petit peu prendre en compte le contexte un petit peu historique, mais en tout cas surtout politique, social et économique de ces dernières décennies, sans vouloir, comme certains l'ont dit, présenter ici ou penser une relation mécanique entre le contexte colonial, mais on se souviendra quand même, comme des auteurs l'ont précisé, que la même région qui a connu l'émergence de cette épidémie, donc dans cette région transfrontalière entre la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, était déjà il y a plus d'un siècle, comme l'a dit Laurence, ce n'est pas la seule épidémie. L'épidémie, le théâtre d'une épidémie de la maladie du sommeil dans un contexte d'activité coloniale qui, dans les mémoires, finalement, laisse des souvenirs relativement ambivalents entre notamment les épidémies et la domination coloniale et tout ce que la colonisation ou les nations coloniales ont pu apporter avec la médecine, mais aussi les expérimentations médicales. Il faut aussi se souvenir que les années 80, c'est l'époque pour le FMI et la Banque mondiale d'instaurer les fameuses politiques d'ajustement structurel, avec tout ce que cela a provoqué en termes de coupures budgétaires, notamment sur les infrastructures de santé. Les années 90, c'est un contexte de guerre, avec toutes les atrocités qui ont été commises, et une déliquescence encore plus grande des infrastructures de santé. Ensuite, quand arrive évidemment le virus Ebola, on ne sait pas encore comment exactement ça s'est déclenché, mais il est clair qu'il y a pauvreté, affaiblissement, enfin une infrastructure de santé publique qui n'est pas là pour répondre. Donc il y avait tout un contexte ici qui fait que les gens, sachant que de toute façon, on a beaucoup de chance dans un centre de santé de ne rien trouver, on ne va pas dans le centre de santé. Oui. Et dans ce contexte-là, de contexte difficile, on se demande que faire finalement, quelle est la meilleure approche que les soignants qui arrivent d'Occident essentiellement peuvent faire. Comment répondre à cette question? Oui, c'est vaste. Oui. Mais je pense qu'il faut réinsister sur ce que Patrick dit, c'est-à-dire le rapport étroit et au-delà du contexte colonial entre l'autorité politique, le soignant et la médecine qu'il représente. Parce que la biomédecine, par définition, est considérée comme autoritaire, est considérée comme contrôlante. Alors l'expérience coloniale, oui, a survécu
au-delà des générations. Mais ce qui est vraiment important, c'est cette espèce d'incorporation de l'autorité qu'on retrouve dans le soignant. Frantz Fanon, un grand psychiatre martiniquais qui avait compris ça depuis les années 40 et 50, lui-même formé à la biomédecine, mais martiniquais, disait que finalement, la grande tragédie de la médecine, c'était d'avoir été coloniale, c'est-à-dire d'avoir connu cette assimilation à l'autorité politique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces circonstances-là? On ne peut pas oublier le contexte politique, on ne peut pas oublier que la biomédecine est effectivement, dans une certaine mesure, déshumanisante et autoritaire, surtout en contexte de crise sanitaire. Il faut mettre en quarantaine, il faut évacuer, il faut éviter de toucher. Là-dessus, on ne peut pas faire grand-chose, ou alors risquer de s'infecter de toute façon pour que les gens acceptent plus les soins. Mais là, il y a quelque part quelque chose qui ne va pas fonctionner. Donc sur ce plan-là, il n'y aura pas grand-chose à faire. Par contre, là où il y a des choses à faire, et qu'historiquement on voit se développer aussi, eh bien c'est un peu plus comprendre les pratiques locales, les pratiques d'inhumation par exemple, qui a toujours été un problème. Quand on regarde l'histoire de la gestion des épidémies, les pratiques d'inhumation sont extrêmement problématiques puisque c'est des lieux de rencontre, c'est des lieux où on va toucher éventuellement le corps, presque mort ou mort, et donc là peut-être intervenir. Alors intervenir, c'est pas empêcher, intervenir, c'est éduquer. Et la grande dimension de la gestion de ce type d'épidémie, surtout en l'absence de vaccins, on n'arrête pas de parler de vaccins, on n'en aura peut-être jamais, c'est d'abord et avant tout l'éducation. Bien, ben c'est très intéressant. Malheureusement, on doit s'arrêter ici. Laurence Monet, Patrick Claus, merci beaucoup. Merci. Merci.